Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 14 septembre 2021, au sommaire ce soir. En cette veille du 15 septembre, date à laquelle l'obligation vaccinale rentre en vigueur pour certaines professions, nous recevrons en vidéo Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, qui en compagnie d'autres parlementaires a interpellé Olivier Véran pour tirer la sonnette d'alarme concernant la situation dans les EHPAD de Haute-Savoie. Et puis direction Montagnole en Savoie pour aller à la découverte du centre de sauvegarde de la faune sauvage. Ce lieu unique en son genre recueille et prend en charge et soigne les animaux sauvages en détresse. Je vous lisais en titre, on commence ce journal avec vous, Virginie Duby-Muller. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, oui, parfaitement. Merci d'être avec nous depuis Paris, avec vos collègues parlementaires, Cyril Pellevat, Loïc Hervé, Christelle Pétex et Sylviane Noël. Vous avez décidé d'interpeller Olivier Véran, le ministre de la Santé, ainsi que Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, pour un appel à l'aide concernant la situation dans les EHPAD et les établissements médico-éducatifs. Oui, effectivement, vous le savez, la situation dans les EHPAD est déjà très tendue dans notre département. La proximité avec la Suisse fait que nous peinons à recruter. Les personnels ont été pas mal mobilisés pendant la période Covid. Et là, avec cette obligation vaccinale, cela risque de pénaliser, de désorganiser encore plus nos EHPAD. Et moi, j'ai eu des cadres, des directeurs qui sont particulièrement inquiets. Dans un établissement de ma circonscription où il y a une cinquantaine de salariés, il y en a 9 qui refusent la vaccination. Donc ça veut dire que si on applique la loi, demain, on ne pourra plus accueillir certains résidents, on aura des problèmes de taux d'encadrement. Et puis, comme vous le savez, d'un autre côté, on a des demandes qui sont en liste d'attente parce qu'évidemment, on a des besoins importants dans notre département pour que les personnes puissent être accueillies en EHPAD. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité alerter le ministre des Solidarités et de la Santé sur la situation, je dirais, qui est encore plus grave dans notre département par rapport à d'autres. Dans votre communiqué de presse joint, vous parlez d'une désorganisation la plus totale au sein de plusieurs établissements. Ce sont des mots très forts. Oui, absolument. Et c'est la crainte, en tout cas, des directeurs des EHPAD que j'ai eu au téléphone. Je sais qu'ils avaient une visio aujourd'hui parce qu'ils sont tous très inquiets, ils sont à bout. Et si ils n'ont pas les personnels suffisants, ça veut dire qu'il n'y a pas les encadrements prévus par les lois, ils ne pourront pas satisfaire à leurs obligations. Il y a leur responsabilité aussi qui peut être engagée. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement tendue. Et c'est le cas également dans certains hôpitaux et cliniques privées qui se retrouvent soumises aux mêmes difficultés. Mais dans les EHPAD, je dirais qu'on est encore un cran au-dessus dans ce niveau de tension. Est-ce que vous avez le sentiment que les salariés des EHPAD sont laissés à l'abandon dans cette crise qui dure depuis maintenant plus d'un an et demi ? Oui, je pense qu'ils ont été un peu les oubliés, notamment du Ségur. Alors, il y a des délais par rapport à certains rattrapages. Mais vous savez, moi, j'ai travaillé jeune, hein, justement, dans un EHPAD lorsque j'étais étudiante. C'est des métiers que j'admire beaucoup parce qu'ils sont aux côtés des aînés, des plus âgés, pour des tâches qui sont difficiles, faire la toilette, leur donner à manger et autres. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Et on a besoin de ces personnes qui ont des métiers qui ne sont pas forcément reconnus dans la société ou d'un point de vue financier. Et c'est la raison pour laquelle il faut évidemment faire beaucoup mieux. Et encore plus, je dirais, dans nos départements frontaliers, on a la concurrence avec la Suisse qui fait évidemment qu'on a des difficultés à pénaliser nos personnels dans les services gérontologiques ou dans les EHPAD. Justement, par rapport à ce côté transfrontalier, vous militez également pour une prime de la vie chère qui pourrait aider le coût de la vie de ces personnels de santé ? Oui, hein, vous savez que c'est un sujet que je porte depuis plusieurs années sur les 3 fonctions publiques, hein, d'ailleurs, à la fois la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La situation s'est vraiment aggravée là, ces derniers temps. Aujourd'hui, d'ailleurs aussi pour un salarié du privé ou un fonctionnaire, compte tenu du coût de la vie et du coût du foncier, le reste à vivre est très faible. Du coup, nos fonctionnaires ne restent pas beaucoup de temps en Haute-Savoie, ça désorganise les équipes. On a des services qui n'ont pas, si vous voulez, qui sont pas complets. C'est le cas notamment au commissariat d'Annemasse. On a les effectifs sur le papier, mais on ne les a pas en présentiel parce que les jeunes qui acceptent les postes ne restent pas. Donc, on a vraiment une situation qui est critique.
Et moi, je plaide évidemment pour cette prime de vie chère, pour qu'on ait une reconnaissance qui est justifiée, hein. Je rappelle que si vous prenez le montant des loyers, on est équivalent à Paris ou à la Côte d'Azur. Et il faut eh bien, que les ministères en tiennent compte et qu'on ait cette reconnaissance qui serait un plus et qui permettrait eh bien, à ces fonctionnaires de rester dans nos départements et d'éviter une désorganisation in fine de nos services publics. Vous l'avez évoqué tout à l'heure lors de votre première réponse. Vous demandez, vous, avec vos collègues parlementaires, tout simplement la levée de cette obligation vaccinale qui est prévue ce mercredi 15 septembre pour certaines professions, notamment ces salariés des EHPAD. Oui, ou tout au moins un délai, parce que là, pour l'instant, vous le savez, on ne peut pas non plus recruter d'autres personnes, hein. Les situations sont déjà très compliquées. Donc, il faudra un petit peu une application plus souple, s'agissant du département de la Haute-Savoie ou des départements au sens plus général en zone frontalière, parce que nous sommes voilà, plus pénalisés, nous avons des tensions plus grandes que le Rhône, que l'Ardèche, ou pour lesquelles, évidemment, les questions de coût de la vie ne sont pas les mêmes. Voilà, nous avons, je dirais, une double peine, à la fois avec évidemment ce coût de la vie qui fait qu'on a moins de salariés qui restent dans nos EHPAD, et puis maintenant en plus cette obligation vaccinale qui fait qu'on a des personnes qui voilà, sont prêtes finalement à démissionner ou à quitter leur fonction actuelle. Mais voilà, les conséquences vont être très lourdes pour les personnes âgées de notre département qui sont résidentes en EHPAD. Merci beaucoup, Virginie Duby-Muller. Merci à vous. Un mot de justice à présent. Lynn Bonnet est la nouvelle procureure de la République d'Annecy. Ce mardi après-midi, lors d'une audience solennelle devant la majorité des représentants de justice de Haute-Savoie, elle a pris la suite de Véronique Denisot, nommée de son côté procureure du parquet de Saint-Denis de La Réunion. Entrée en fonction le 1er septembre dernier, Lynn Bonnet compte notamment combattre le trafic de drogue et les violences conjugales. On ouvre à présent une large page consacrée à l'environnement. Au début du mois de septembre, les eaux du lac Léman ont été envahies par une algue microscopique qui a donné une couleur marron au lac. Si ce phénomène est apparu dans le haut lac, il s'est rapidement étendu sur une très grande partie des eaux, en surface. Ce phénomène spectaculaire et exceptionnel, qui tend actuellement à disparaître, interroge les scientifiques et les associations environnementales de protection de l'un des plus grands lacs d'Europe. Les précisions de Jean-Paul Crespi. La présence et la prolifération de micro-algues sont régulièrement observées dans les eaux du lac Léman du printemps à l'automne. En mai 2021, l'algue filamenteuse Moujotia gracillima s'est développée de façon importante jusqu'à 15 mètres de profondeur. Plus surprenante et exceptionnelle, l'algue microscopique Uroglona. En quelques jours, début septembre, les eaux du lac se sont colorées en marron. Dès son apparition dans le Haut-Lac, la baignade a été interdite par précaution à Saint-Gingolph et la station de pompage des eaux d'Évian-les-Bains arrêtée. Rapidement identifiée par les services de l'INRAE à Thonon-les-Bains, cette micro-algue non toxique est depuis sous surveillance. Elle devrait se résorber naturellement ces prochains jours. On a des données qui nous disent très clairement qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Mais les raisons, elles sont multiples à cela. Et effectivement, c'est un signal parce que cette algue-là est visible. Donc on a bien vu sa couleur marron qui a échappé à personne. Mais on sait qu'il y a d'autres algues qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi présentes dans le lac. Donc nous, on est vigilants par rapport à d'autres algues qui pourraient poser davantage de problèmes parce qu'on a eu de la chance, cette algue-là n'est pas toxique. Donc ça a quand même inquiété beaucoup de monde et à juste titre parce que voilà, on ne s'y attendait pas. Par contre, on sait aussi que parmi toutes les algues qui sont présentes dans l'eau, il y en a qui malheureusement peuvent impacter certains usages comme la baignade ou encore l'eau potable. En 1999, un événement similaire dû à la même micro-algue avait déjà été observé au Léman avec une transparence des eaux de surface inférieure à 1 mètre et la baignade avait été interdite. Une autre algue plus toxique s'avère aujourd'hui plus inquiétante, la cyanobactérie Planctotrix rubensis. Elle s'est développée ces dernières années dans les eaux du Léman et pourrait à terme poser problème pour l'eau potable et la baignade. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, donc, et nos connaissances, on doit quand même encore approfondir. Alors on veut aussi essayer de mieux anticiper ce qui va se passer, mais il ne faut pas attendre d'anticiper tout ce qui va se passer pour agir. Avec la prolifération spectaculaire et exceptionnelle de cette micro-algue, le lac Léman nous rappelle qu'il n'est pas qu'une immense base de loisirs, mais reste un vaste territoire vivant, sensible aux variations et changements climatiques et dont la qualité des eaux est étroitement liée à son bassin versant.
En 2015, la soufflerie militaire installée tout en haut du col du Mont Lachat sur la commune de Saint-Gervais était démantelée après des années d'abandon. Depuis, le site a fait l'objet de multiples opérations de revalorisation et de renaturation menées notamment par Asters, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Ce dimanche, plusieurs élus et responsables d'Asters se sont rendus à 2077 mètres d'altitude pour constater que la nature avait bel et bien repris ses droits. On écoute quelques réactions recueillies sur place. C'est vraiment l'aboutissement d'un dossier qui a été rapidement mis en place, mais après de longues tergiversations, donc plus de 15 ans. Et donc aujourd'hui, on peut être fier de ce qui a été fait. La nature a repris sa place. C'est un espace naturel sensible. On peut expliquer aux gens ce qui s'est passé, l'activité humaine qui s'y est passée. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu cette soufflerie qu'on a démolie. Mais il faut quand même s'en souvenir, parce que ça a été une partie de la vie du site du Mont Lachat. Au tout début, il y a eu pas mal de questions parce que justement, ça avait l'air d'avoir du mal à repartir. Et là, au bout de 5 ans, la nature a bien repris ses droits. On n'en est pas à une recolonisation complète, il y a encore, c'est en cours. Mais c'est très lent parce qu'on est sur un site, un col qui a enneigé très longtemps, donc la durée de végétation elle est très faible. Et le sol est pas très riche en matière organique, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et ce qui fait de ce site un peu un espace test, c'est que justement ça a été réhabilité, puis on fait que observer, on essaye de pas trop intervenir pour justement voir comment ça se passe et si on attend à observer combien de temps ça peut prendre. Et c'est assez exemplaire et ouais, ça pourra servir pour d'autres secteurs. Vous avez peut-être déjà trouvé un animal sauvage en détresse sur votre chemin. Et dans ces cas-là, il n'est pas toujours évident d'avoir les bons réflexes. À Montagnols, sur les hauteurs de Chambéry, le centre de sauvegarde de la faune sauvage répond à toutes les questions et prend en charge si besoin les animaux. Du hérisson au chevreuil en passant par les chouettes, tous trouvent refuge là-bas le temps de se rétablir. Victoria Lopez a poussé pour 8 Mont-Blanc les portes du centre. On va accueillir toutes les espèces appartenant à la faune sauvage qui est en détresse. Donc ça peut être des blessures liées à l'homme, ça peut être des jeunes orphelins aussi, enfin vraiment on peut avoir toutes les causes possibles. Et dès que ça fait partie de la faune sauvage, nous on est apte à recevoir et à soigner pour ensuite, dès qu'on peut, relâcher dans la nature. Recueillir, soigner et relâcher. Voilà le cœur du travail des salariés et des bénévoles du centre de sauvegarde de la faune sauvage de Montagnols sur les hauteurs de Chambéry. Tout commence au téléphone. Il faut surtout pas lui donner de lait de vache, c'est toxique pour les hérissons. C'est ici que débute la médiation, les premiers conseils donnés aux personnes qui recueillent des animaux sauvages. S'ils sont en mesure de les ramener au centre, ils peuvent le faire, sinon une personne habilitée se rendra sur place pour récupérer l'animal. Hérissons, chauves-souris, oiseaux de toutes sortes, une fois au centre, ils sont auscultés et soignés. Donc on a plusieurs pièces en fonction des espèces et du stade de développement de l'animal. Donc on va avoir la nurserie où ça va être beaucoup les tout petits oiseaux, les très jeunes oiseaux principalement, qui sont à nourrir toutes les heures ou toutes les 2 heures, enfin vraiment très régulièrement. Ça va être les jeunes animaux qui ne peuvent pas se nourrir seuls. Donc là, elle est vide parce qu'on attaque la basse saison, mais à partir du printemps-été, elle est remplie, le tableau est rempli, énormément de petites bouches à nourrir. Le centre dispose également d'enclos à mammifères, de box et de volières de soins et de rééducation. Tout l'objectif ici est de limiter le stress et les interactions avec l'humain pour être en mesure de relâcher sereinement l'animal sauvage dans son milieu naturel. Le centre a vu le jour en mai 2020. Fermé cet hiver pour terminer les travaux, il a rouvert au printemps. En quelques mois, il a déjà recueilli plus de 1000 animaux. L'équipe, passionnée, sensibilise la population au quotidien et fait tout son possible pour protéger cette faune fragile. Depuis 2001, 33% des oiseaux ont disparu de nos campagnes. 68% des vertébrés ont disparu dans le monde depuis les années 70. De la musique pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec vous, Irène Jolis. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes la directrice artistique du festival Les Heures Classiques qui a lieu jusqu'au 16 septembre au château de Menton-Saint-Bernard. Comment est-ce qu'il est né justement ce festival ?
Alors écoutez, en fait, je vais en vacances à Menton-Saint-Bernard depuis que je suis toute petite et j'ai appris à connaître donc la famille de Menton fortuitement et donc ça va être la première fois au château que finalement il y a un festival de musique. Ils ont commencé à faire du théâtre il y a 2 ans, je crois, et donc c'est vraiment une première pour nous. On est très très heureux de pouvoir être un petit peu les inaugurateurs de musique classique au château de Menton-Saint-Bernard. C'était un rêve d'enfant d'y jouer et donc je suis très très heureuse de pouvoir lancer ça à partir de cette année. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes vous-même musicienne. Oui, oui, je suis violoncelliste. J'ai lu que le piano à queue conservé au château avait été remis en état spécialement pour ce festival. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est un piano Erard de la fin du 19e siècle. Donc c'est une très très belle pièce, un petit peu comme une pièce de musée. Donc ce piano a été refait quasiment en entier juste pour cette édition. Donc on est ravis de pouvoir lui redonner vie en musique. Il s'agit là de la toute première édition de ce festival. Qu'est-ce qui en fait sa spécificité et son ADN ? Alors, la spécificité de ce festival, c'est que c'est un festival de musique de chambre. Donc là, on est 3 instrumentistes. Donc, nous sommes le trio Parésia, donc avec Melville Chapoutot au piano et Rachel Zinsel au violon. Donc, c'est un festival très humain, à taille humaine, à hauteur humaine. Donc, on joue dans le grand salon du château de Menton-Saint-Bernard. Et en n'étant que 3 instrumentistes, on propose sur 4 jours des programmes de musique qui sont très très variés. Cette année, c'est autour du romantisme, mais on fait un petit peu toutes les époques. On va en Allemagne, en Russie, en France. On donne la possibilité au public vraiment d'avoir des concerts très variés en très peu de jours, en fait. Un mot sur la programmation, sur ce qui attend les festivaliers pour les 2 derniers soirs de concert, mercredi et jeudi. Alors, donc demain, il y aura le trio de Mendelssohn numéro 1 en ré mineur, il y aura la Passacaglie de Handel, violon-violoncelle, et puis il y aura aussi la sonate très célèbre pour violoncelle et piano. Et puis après-demain, il y aura les 4 saisons de Piazzolla, donc là on part dans complètement un autre univers, les danses hongroises de Brahms, et puis un scherzo de Brahms pour piano seul. Voilà, donc c'est très varié. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un château ? Ah bah c'est magnifique, surtout ce château-là, vraiment, le cadre est très spécial, très idyllique, très romantique. Pour nous, c'est une chance absolument incroyable en tant qu'artiste de pouvoir rester en résidence et se produire 4 jours de suite dans un lieu aussi magnifique. Est-ce que vous savez déjà s'il y aura une 2e édition ? Est-ce qu'en tout cas, il y a la volonté ? Ah, il y a la volonté et puis il y a la volonté aussi de le pérenniser, de le faire grandir et pourquoi pas le mettre en exergue éventuellement avec les conservatoires, les écoles, à voir. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté que ça se développe et que ça se poursuive dans le temps. Merci beaucoup Irène Jolis. Je rappelle les horaires des 2 dernières soirées, 20h au château de Menton-Saint-Bernard. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Tout de suite, la météo avec Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.